Salut. Nous voilà de retour pour un 4e épisode sur cette sale bête. On avait remonté pas mal de choses la dernière fois, il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient, et dans cet épisode, il y a moyen qu'on touche pas loin du but. C'est parti. Dans les derniers trucs qui nous restent à monter, il y a notamment la console centrale. Et avant de la remonter, ce que j'aimerais faire, c'est venir intégrer comme ça des petits ports de charge USB pour l'arrière, donc un ici et un là, et de venir raccorder ça directement au transformateur. Donc ce que je pensais faire, c'est les mettre à peu près par là. Comme ça au moins on se les prend pas dans les pieds, c'est pas gênant et c'est pratique pour ceux de derrière pour les longs trajets. Donc c'est parti, on charcute. Pour commencer, pour percer dans du plastique, ce que j'aime bien utiliser, c'est un vieux fourré à bois que j'ai, qui est tout rouillé. Et le principe du fourré à bois, c'est qu'il a justement cette petite pointe pour se venir centrer. C'est pratique dans le plastique. Ça te permet de venir faire tes trous de manière vraiment clean et propre. Tu ripes pas avec le forêt. Et ensuite, ce que je viens de faire, c'est que je viens élargir directement avec mon fourré métal. Je viens agrandir. Et ensuite, une fois que c'est assez grand, je passe à la ligne pour faire un trou bien carré, bien propre. Ça a une gueule un peu patatoïde, mais ça fait un trou relativement carré. Je viens prendre ma petite prise USB, j'y glisse les fils, et je peux venir la mettre en place. À la fin, ça donne ça. Bon, c'est plutôt propre, le fini est plutôt correct. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir souder les câbles d'alimentation, donc le rouge et le noir, ensemble sur ces deux-là, et sur un des vieux câbles que j'avais qui est là, qui sont de vieux câbles USB dont la prise avait cassé, les câbles de charge de téléphone. Et je vais juste pareil prendre le rouge et le noir dessus et venir les souder directement aux deux prises que j'ai là, et on sera nickel. Avant de tout remonter, j'ai pris le temps de faire toutes les connexions électriques nécessaires pour les nouveaux équipements. Je me suis branché sur le circuit de l'allume-cigare pour alimenter deux choses. Un petit transformateur qui transforme le 12 volts en 5 volts 3 ampères pour pouvoir brancher des prises USB, ainsi que l'alimentation des manomètres qu'on avait préparé dans l'épisode précédent. Quelques soudures plus tard, tout est prêt pour que la console centrale revienne à sa place. Maintenant que la console centrale est remontée, je peux enfin passer à l'installation des autres éléments. Je commence par les manomètres dans leur support, puis l'unité de gestion de la climatisation Bizone. Pour finir, je remets en place le chapeau de levier de vitesse avec les commandes de lève-vitre. Ensuite vint le tour de la nouvelle poignée de frein à main, ainsi que son soufflet. Et là, pour le coup, j'ai eu le droit de galérer pendant 25 bonnes minutes pour réussir à le mettre en place. Allez, putain. Oh putain, et je vais tout péter quoi. Pour terminer avec la console centrale, j'installe le nouveau porte-gobelet avant, qui remplace l'ancien vide-poche à rideau qui était cassé. A l'arrière, je monte aussi le porte-gobelet qu'on avait imprimé en 3D dans l'épisode précédent, qui remplace le cendrier. Et voilà, ça y est, l'intérieur est complètement remonté, c'est nickel. Donc on a nos petits porte-gobelets derrière, qui sont fixés, tout va bien. Là, tout est nickel, tout est neuf. Et là, on a la petite manette de frein à main en carbone forgé, vrai carbone forgé, qui fait plaisir à mort. Ici, je suis venu disposer la petite grille de boîte, puisque là, pour l'instant, on n'a pas encore la bouboule, mais la voici, qui est une bouboule également en carbone forgé, qui n'a pas de noté justement dessus l'ordre de boîte. Donc, je suis venu le mettre un peu plus bas, et là, je trouve ça absolument magnifique.
Bon, il se pourrait que j'ai nettoyé le grenier. Pour faire ça, ouais, j'ai gagné pas mal de place. C'est mieux quand c'est rangé. Là, on a la banquette arrière, tu vois, qui, comme le reste de ses petits compagnons, est quelque peu décolorée. Ça, je t'en avais un petit peu parlé au départ. Et ce qu'on va faire, oui, mes mains sont très propres. Ce qu'on va faire, c'est que venir redonner un petit peu de bonne teinte à tout ce bazar, hein, puisque, alors tu le vois pas très bien, vu que la luminosité ici est à chier, mais là tu vois, t'as des grosses différences de teinte dedans. À la fois je vais pas lui en vouloir, ça a pris 22 ans d'UV. Donc du coup là le principe, c'est que j'ai acheté de la teinture pour cuire. Donc tiens, je te donne la marque, tu vois, c'est français, Sofolk, et ils font des trucs vachement cool, et t'as beaucoup de teintes d'origine de constructeurs. Pas que chez BMW, hein, chez pas mal de constructeurs. Par remplacement de produit, parce que ils m'ont jamais payé, pour le coup c'est moi qui ai payé, c'est pas totalement gratuit non plus, hein, parce que là il y en a pour 120 balles pour les deux bidons. Mais ouais, Sofolk, écoute, ça a l'air d'être tout à fait qualitatif. Donc là j'ai 1 litre de teinte, et là j'ai 500 ml de vernis, donc c'est du vernis fini mat anti-UV. Ça c'est un de leurs nouveaux trucs, tu vois, c'est marqué dessus, anti-UV. Comme ça ralentit en fait le jaunissement de la teinte. Bon, tu vas me dire, nous on part d'une teinte déjà jaune, donc bon, ça va, mais écoute, quitte à tout refaire, je me suis dit autant y aller. Et j'ai décidé de refaire ça au rouleau mousse. Tu peux le faire aussi en pulvé, tu peux le faire au pinceau, tu peux le faire au rouleau, tu peux le faire à l'éponge, enfin il y a plein de façons de le faire. Donc voilà, j'ai fait juste un petit essai de teinte, comme tu peux le voir sur le cuir qui est là. Donc ça, c'est ce qu'ils te disent sur le site, hein, c'est de faire un essai sur une partie qui ne se voit pas au cas où la teinte est à côté. Mais bon, comme tu peux le voir là, c'est légèrement brillant. C'est là où j'ai refait de la teinte et ça ne se voit pas, puisqu'en dessous ça n'avait pas trop travaillé, puisque ça ne prenait pas d'UV. Bon, maintenant que ça c'est su, on peut retourner ce merlier et commencer à le poncer. Parce que ouais, ça se ponce. On va poncer du cuir. Moi aussi, l'idée m'est pas trop plaisante, mais bon, apparemment c'est comme ça que ça se fait. 18,320 et tout sur le site, mais ça me paraît un peu gros. Voilà, du 400. Attaquer ça au 400, et puis après, teinture. Pour commencer, tu vois, on va pas faire ça sur une grosse pièce, donc ça c'est les petits coussinets d'accoudoir, enfin les coussins d'accoudoir plutôt. Donc là ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu le poncer au 400. Après le ponçage, le cuir est devenu extrêmement doux. On va faire ça à l'état d'origine. Donc ça c'était ceux qui étaient le moins abîmés, hein, de très loin d'ailleurs. Ce sont les coussins d'accoudoir arrière. Là bon, hormis le fait qu'il y en ait un qui soit devenu mat et l'autre qui soit brillant, il n'y a pas grosse diff. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire un petit test d'application. Par contre, tu vois, ça te bouche le papier assez fort. Tu verras bien, parce que sur les grosses pièces, du coup, ça risque d'être un peu relou. Celle-ci est poncée, en tout cas. Je vais venir la dégraisser gentiment, puis après, pinture. Là, ce que je fais, c'est que je profite d'avoir la teinte pour refaire aussi les petits plastiques qu'on a sur les côtés. Alors, c'est pas parce que c'est du plastique que tu peux pas mettre de la teinture par-dessus. En fait, une fois bien poncé, la teinture, c'est un peu comme de la peinture. Rien de mal à faire ça, surtout vu l'état dans lequel ils sont arrivés. La préparation, c'est la même, hein. C'est du 400, et puis voilà. Bon, ça commence à faire un sacrément long moment que j'y suis, et voilà ce que j'ai fait. Tout ça, ça a déjà pris une couche de teinte, donc tout poncé au 400 intégralement à la main, et reteinté pour une couche. Je rappelle qu'au final j'en ferai 3. Quand tu compares à celle-ci où j'ai pas encore fait de couche, tu vois mieux les différences de teinte quand je me rapproche. Donc là on voit que c'est beaucoup plus clair, là c'est encore une autre teinte, là c'est encore une autre teinte. C'est là que tu vois que les matériaux ont vieilli différemment, alors que là, tu vois quand c'est teinté, c'est quand même nettement mieux, tu vois. Tout est de la même teinte. La teinte, franchement, se marie plutôt bien pour une première couche. Je trouve ça très honnête. Le cuir garde ça, le fait d'être souple. C'est une peinture un peu en élastomère. Enfin, pas une peinture, mais c'est de la teinture. Mais en gros, ça fait une peinture un peu élastomère. Un peu comme du plastic dip. Même si c'est pas pareil, quoi, mais tu vois l'idée. C'est plutôt propre, j'aime bien. On garde, tu vois, cette
cet aspect du cuir, on le perd pas. Pour l'instant, je trouve ça plutôt honnête, même sur le plastique. Alors sur le plastique, il faut se battre un peu pour pouvoir réussir à lui donner un bon aspect. Puisque du coup, comme t'as pas de motif, faut être assez vigilant à l'application. Mais comme tu peux le voir, c'est plutôt très correct. Donc là, il me reste encore à poncer la grosse partie banquette. Donc là, j'en ai pour un petit moment. Je la colore et j'aurai fini la première couche. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out. Moi qui pensais te montrer le passage de la première couche sur la banquette, c'est raté. Il n'y avait plus de place dans l'iPhone, et le temps que je transvase les 60 et quelques gigas de vidéos que j'avais à balancer sur le PC concernant la BM, j'ai un peu avancé. Là, tous les cuirs ont pris 2 couches. Il va me rester une 3e et dernière couche à passer sur tout, donc ça, je vais pouvoir au moins te la documenter. Et tu peux déjà voir par rapport à ce que je t'avais filmé que c'est nettement mieux. Ça n'a rien à voir. Et tu vois, ce dont j'avais peur, que la texture du cuir s'en aille, bah non, en fait, c'est bon. Tout va bien, pas de problème, on voit même les anciens plis, enfin, tout va globalement bien, c'est juste beaucoup plus joli. Donc je suis pour l'instant très satisfait. 3e couche pour ce soir, je laisserai ça sécher, et demain soir en rentrant du boulot, je ferai la première passe de vernis, j'en ferai une seconde, peut-être même une 3e si j'ai assez de matière, et puis on sera pas mal. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creep. Bon bah voilà, c'est pas trop mal. La 3e couche sur l'ensemble des éléments est réalisée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Maintenant que nos 3 couches de teinture sont faites, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on pose du vernis. Parce que ça se vernit. Donc pour ça, tu te doutes bien, j'ai pris du vernis. Pareil, c'est toujours chez les mêmes. Ça, c'est un nouveau truc qu'ils font. C'est du vernis anti-UV. Donc, comme son nom l'indique, il limite l'action des UV. Donc ça évite que la teinte finisse par ternir trop vite. Évidemment, ça n'annule pas l'effet des UV, mais disons que ça les amoindrit. Et t'as 3 finitions pour le vernis. Donc t'as du satin, t'as du mat et t'as du brillant. Donc moi j'ai pris du mat. Un cuir, quand c'est neuf et quand c'est propre, c'est mat, c'est pas brillant. Contrairement à certaines idées reçues, un cuir brillant, c'est un cuir sale. Donc bon, on va éviter de lui mettre un vernis brillant, ce serait dommage. Puis bon, même pour l'aspect, je trouve ça nettement plus joli, des cuirs mat plutôt que des cuirs brillants. Bref, du coup, c'est parti. J'ai pris un petit rouleau neuf, parce que je vais pas m'amuser à faire ça avec le rouleau de teinte, ce serait dommage. Et puis vernis. Comme tu peux le voir à la pousse de mes cheveux, ça fait quelques semaines que j'ai pas filmé. J'ai du coup fini tout le vernis et je l'ai laissé sécher. On le voilà donc globalement fini. Je suis très content du résultat au niveau du feeling et tout, le toucher c'est propre, franchement je suis très content, la couleur est très jolie. Mais je me suis rendu compte d'un truc, je te montre ça. Je vais prendre un morceau pas trop grand pour que tu comprennes. Donc ça tu vois c'est la teinte à laquelle je suis habitué dans cette 46. Et ça, c'est le résultat. À la lumière du soleil, on le voit beaucoup mieux. Alors je sais pas si en vidéo ça rendra bien, mais à la lumière du soleil, ça fait jaune. Genre jaune Simpson, une horreur. Et c'est ma faute, en fait, parce que j'ai pas réfléchi, et j'ai demandé à ceux qui ont fait la teinture, de me faire une teinture d'origine. Donc de prendre directement la teinte d'origine, le code couleur d'origine, et de me faire de la teinte. Pour être tout à fait clair, c'est absolument pas la faute des mecs qui ont fait de la teinture, puisqu'ils ont fait exactement ce que je leur ai demandé. J'ai été regarder sur internet,
Et effectivement, le light gelb, c'est effectivement jaune. Tout ça pour dire un truc qui pouvait paraître un peu évident. Mais avant de commander de la teinture, essayez de vous renseigner même sur les teintes d'origine. Je pensais pas que le soleil avait fait que la teinte avait autant bougé. Bon, pour le coup, c'est mieux, hein, c'est plus joli cette teinte-là que la teinte jaune Simpson dégueulasse. Mais bon, ça fait chier quoi, faut recommencer. Mais c'est ma faute, c'est moi qui me suis pas renseigné assez. C'est pas grave. Donc là, le programme il est tout con, hein. On reponce tout. Je vais reponcer au 400 pour être sûr d'avoir une bonne accroche. Et on recommence. C'est bien, j'aime bien gagner mon temps comme ça. Du coup, cette fois-ci, j'ai fait différemment. Ça, c'est une teinte sur mesure. Chez Sofolk, c'est pas plus cher de faire une teinte sur mesure vraiment que par rapport à le prendre dans un catalogue constructeur. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai donc utilisé cette option. Pour ce faire, je suis venu utiliser ceci. Ceci qui est un morceau de cuir du nouveau kit que je vais avoir pour les cuirs des sièges avant, que je t'ai pas encore montré, mais patience mon petit, chaque chose vient en son temps. Et donc ce que je suis venu faire, c'est que je leur ai envoyé cette pièce-là, et eux, sur mesure, ils sont venus me faire la même teinte. Et ça peut se voir ici, puisque du coup j'ai fait un test. La première chose que j'ai faite en fait quand j'ai eu la teinture, c'est de faire un test sur celle-ci. Donc là tu vois, dans le coin, hormis les reflets qu'il y a en plus, puisque là le cuir est bien mat et que là le cuir est... Enfin la teinture est brillante à la base, tu vois, il n'y a pas vraiment de différence. Hormis les reflets, la couleur est vraiment très proche. Légèrement plus claire peut-être, mais ça ira tellement bien. Donc voilà, cette fois-ci, je suis certain d'avoir la bonne teinte. Et comme tu peux le voir, elle est vide, globalement, puisque j'ai déjà tout refait. Je t'ai passé toute l'étape, puisque je te l'ai déjà montré une fois, donc j'avais pas d'intérêt à te le remontrer. Donc j'ai tout reponcé, tout reteint, et là c'est bon, j'ai mis 3 couches de vernis, on est bon, on est nickel. La banquette est prête à être réinstallée. En revanche, le problème d'avoir pris directement la teinte du fabricant de cuir pour les sièges, c'est que c'est plus une teinte origine. Donc, pas grave, je me suis refait de la teinte. Le souci, c'est qu'il y a un élément de la voiture que j'avais pas prévu de retoucher au niveau des cuirs, c'est les panneaux de porte. Et ouais, puisque ceux-ci aussi sont tapissés de cuir. Et là, ça va m'obliger à les redémonter, puisque dans le dernier épisode, je ne t'apprends rien qu'on les avait réinstallés, et que je pensais que ça c'était enfin fini. Bon, redémontage, et va falloir que je m'amuse à les teindre. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'arrière des sièges. Donc ça, tu vois, c'est la partie dossier des sièges. Et ce que j'aimerais faire, c'est le passer en noir, parce que ce pauvre gris un peu nul, là, un peu truc recyclé, je peux juste pas me le voir. Toutes les E46 ont ce fameux truc gris moche dans tout le coffre. Même les M3, même les M3 CSL ont ce même arrière et ce coffre gris un peu moche. Pour ce faire, tu vois, au début, je me suis dit, vas-y, je vais démonter et je vais faire ça à la teinture textile. Sauf que, en vrai, t'as déjà un aspect à moitié cartonneux, tout pourri sur cette matière. Donc je vais même pas m'emmerder et je vais directement la peindre. Faire de la coloration à la bombe de peinture. C'est un truc de gitan et je t'invite pas à le faire, mais sur une surface qui est déjà granuleuse, cartonneuse comme ça, le feeling sera pas pire. Et, comme ça m'évite d'avoir à tout démonter. Et pareil, tu vois, ce qui est sur le contour, d'ailleurs là j'ai dépassé en faisant la teinture, mais ce qui est là sur le contour, en fait, ça c'est ce qui prend le cuir, donc je peux pas le changer, parce que sinon je l'aurais bien changé volontiers pour du noir, mais je peux juste pas le changer, donc pareil, il sera pas. Et puis voilà, pour ceux qui vont me dire ouais ça va pas tenir, au moindre frottement ça va dégager, j'ai déjà fait des essais, ça tient moyennement bien, mais de toute façon c'est dans le coffre et c'est pas des trucs qu'on va toucher, donc niveau durabilité ça devrait être ok. Donc là, première étape, je prends mon meilleur rouleau de bande cache et je vais cacher la partie que je ne veux pas peindre. Maintenant que tout est caché, comme tu peux le voir, j'ai usé un peu de bande cache, je vais pas te mentir, sur cette partie, mais au moins voilà, on est bon. Maintenant on est tranquille et on peut peindre. Ensuite, le truc que je fais, c'est que je viens décacher immédiatement après avoir peint pour éviter les fuites de capillarité dans le papier.
voir quand même que ça change la donne. Hein. Tu vois que le travail de cachage a été tout à fait correct, puisque pas une seule fuite de capillarité où que ce soit. Donc ça c'est parfait. Je suis content, pas de stress à ce niveau-là. Donc on est bon, puis bah là c'est... Voilà quoi, ça fait quand même beaucoup plus propre, c'est noir, c'est nickel. Donc bon, plus qu'à faire pareil avec l'autre côté, et on sera bon. Nous y voilà. J'ai fini, hop là, les deux. Et là c'est pas mal, hein, tu vois, regarde. Je peux passer ma main. J'ai pas de résidu noir dessus, ce qui est le problème principal. Donc ça c'est parce que j'ai passé qu'une seule couche de peinture et que j'en ai pas mis beaucoup. Le principe c'est pas d'en mettre beaucoup, c'est juste de colorer. Et, tu vois, l'aspect n'est pas plus cartonneux qu'il n'était avant. Une fois que tu as brossé, tu passes un petit coup de brosse. Moi j'ai juste fait ça à la main. Et tu vois, je peux frotter, ça s'en va pas, j'en ai pas plein la main. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas trop mal. Et maintenant que ça c'est fait, eh ben on peut passer au panneau de porte. Panneau de porte sur lesquels j'ai plusieurs choses à faire, puisque on a le cuir ici à poncer et recolorer comme tu m'as vu faire déjà sur la banquette arrière. Mais ici, un truc que j'avais pas vu la première fois et que maintenant je vois, c'est qu'on a du soft touch jusqu'au niveau des enceintes là. Et ça j'aimerais bien le défaire, ce serait mieux. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir défaire le soft touch ici sans démonter le cuir du panneau de porte. Et là, ça, c'est pas super drôle parce que bah, c'est pas fait pour être démonté. Donc, je vais te montrer un peu comment je fais. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont d'autres techniques et je suis pas contre d'avoir des avis sur ma technique. J'ai eu beau déjà le faire et savoir que ça fonctionne sur la 207. Bon, c'est moyennement orthodoxe. Si quelqu'un a une technique plus approuvable, je n'ai rien contre. Parce que là, l'idée, c'est de retourner le panneau de porte et de venir percer avec un forêt de 10 l'ensemble des points de plasti-soudure qui sont là et de venir libérer le panneau de porte. Le problème, c'est qu'une fois que tu les as percés, bah, tu n'as plus ton point de plasti-soudure. Et du coup, je vais te montrer après comment je fais pour remonter tout ça une fois que c'est défait. Là, l'idée, c'est avec un forêt et une perceuse de venir faire sauter chaque point de soudure plastique, simplement en perçant le point de soudage pour pouvoir libérer l'autre panneau. Une fois que ça c'est fait, là tu as les 4 petites vis qui sont là. Donc ça c'est des vis en 9 mm. Tu vas venir pouvoir desserrer. Fais attention, c'est des écrous pour plastique, donc évite de charcuter le plastique quand il est dedans, même si c'est globalement compliqué. Et voilà, et ensuite tu peux venir défaire la petite toile qui est juste là. Maintenant qu'on a défait quasiment tous nos points de plastique soudure et que notre panneau commence à bailler un petit peu, tu vois. Ici, il nous reste quelques points de soudure qui sont carrés. Donc ça, moi, je l'ai défait au ciseau à bois. Ton ciseau à bois, tu viens de caler juste sur le côté de ta plastique soudure. Et tu vas venir taper gentiment pour venir chasser ton point de soudure plastique. Et voilà, l'huile a dégagé. Et là, hop, bien, là, le panneau est libre en dessous. Donc là, on fait ça sur les 3 autres points. Et normalement, ça devrait être bon. Et normalement, là, on est en capacité de pouvoir pousser notre panneau en dehors. Certains points, on peut faire un petit peu de résistance, hein, mais tu tires gentiment, tu fais le jeu, tu vois, et ça finit par venir. Hop. Et voilà, on a notre panneau de cuir. Si tu te rappelles bien, j'avais posé des strips de LED pour faire des lumières d'ambiance. Bon, voilà, du coup, j'y ai beaucoup plus accès. Si j'avais su que je démontrais les panneaux au final, bah, je me serais pas fait chier à essayer de les glisser. Mais bon, rien de bien grave. Là, juste comme on veut pas mal manipuler le panneau de porte, je vais le garder en place. Avec un scotch carrosserie. Paf, voilà, comme ça on peut manipuler le panneau de porte sans que ça se balade de partout. Bon, maintenant que ça c'est fait, on a notre soft touch qui est parfaitement exposé, sans qu'on puisse venir défoncer le cuir avec des produits corrosifs. Puisque si tu avais suivi les premiers épisodes, tu sais que là, je vais mettre du décap en four dessus pour faire venir cloquer le soft touch et venir révéler le plastique qui est en dessous. Bon, bah plot twist. Le nettoyant four, qui avait si bien marché jusque-là sur les soft touch, ne fonctionne pas sur ce soft touch là. Visiblement, c'est une autre formule chimique qu'il y a dedans. Et le nettoyant four, enfin le décapant four, n'arrive pas au bout de ce truc-là. Donc, deuxième technique. Il s'agit de prendre du diluant synthétique comme ça, du diluant chimique. Évidemment, c'est toujours des produits très bons pour la santé, hein. Et évidemment, on va venir en imbiber un chiffon et juste frotter
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ce fameux revêtement. Là j'avais fait un premier essai sur le premier panneau de porte, tu peux le voir, voilà, tout est parti. Donc du coup ça c'est en frottant avec du diluant. D'ailleurs il y a du soft touch partout là-dedans, c'est un peu la galère parce qu'en plus il faut frotter un petit moment, mais avec de la patience ça finit par partir. Bon, je l'ai pas précisé, hein, mais évidemment, tu fais ça dans une pièce que tu aères. Hein. Tu fais pas n'importe quoi. Tu fais pas comme moi d'ailleurs. Tu mets des protections pour éviter de choper des cancers. C'est mieux. Bref, en attendant, on n'a plus du tout de soft touch. Donc ça, c'est nickel. Là, je vais cacher peinture noire mat, vernis mat, et fin de l'histoire. Et voilà, après quelques heures de séchage, tiens, je te mets la lumière. Regarde comment c'est propre, mon gars. Et voilà, ça, c'est tout neuf. Pour la teinture, du coup, on a nos panneaux avant qui sont là, comme tu peux le voir, donc déjà démontés. J'aurais juste à poncer, même pas de cachage à faire. Ici, on a la partie des panneaux avant qui sont juste devant l'airbag, parce que oui, il y a des airbags de porte dans les E46. Donc voilà, ces parties-là se détachent, et si tu veux, en fait, c'était beaucoup plus simple de le faire comme ça, plutôt que de le faire tout assemblé, ça fait beaucoup moins de recoins à venir chercher avec le pinceau. Et à côté de ça, j'ai les panneaux de porte arrière. Panneaux de porte arrière que je ne vais pas démonter, puisque je n'ai pas de soft touch à bidouiller dessus, si tu veux, et ça me sera beaucoup plus simple de cacher proprement tout le panneau de porte, de venir bien faire attention à ma petite lumière d'ambiance, que je la cache bien, en fait, tout simplement, et directement de venir faire la teinture et le ponçage caché et non pas démonté. Ce sera moins de travail. Là on est pas mal, j'ai caché gentiment les deux panneaux arrière, ça c'est pas mal. Maintenant que ça c'est fait, bah ponçage. Au final, ponce pas avec du 400. En fait, tu vas voir à quel point, rien que le 240, ça bouche les pores du 240 à une vitesse, mon gars. Du coup, je t'avouerai que j'ai assez vite abandonné le 400. Et n'aie pas de stress quant au fait qu'on voit des rayures de ponçage ou quoi que ce soit. On voit rien du tout dès la première couche. Donc, ne stresse pas. Ah, et un autre conseil que je t'avais pas donné, quand tu as, comme moi, tu vois, des petits passages ici avec du fil cousu, évite de poncer le fil cousu parce que tu vas très vite le défoncer, surtout avec du 240 justement. De toute façon, la teinture accrochera, enfin c'est du fil, tu vois, c'est de la matière qui accroche. Donc ponce à côté, mais ponce pas dessus. Un petit coup de dégraissage, je laisse reposer 10 minutes, et on est parti. On est pas mal. On a 3 couches de teinte, 3 couches de vernis qui ont été posées. Je n'ai pas filmé ça de manière plus détaillée que ça, parce que c'est juste de la pose. Mais voilà, on commence à avoir un résultat qui va plutôt bien. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à décacher les panneaux de porte arrière, voir si j'ai fait ça correctement. Puis on va pouvoir s'atteler au montage. Comme tu peux le voir, c'est ma foi tout à fait correct. On est bon, le travail de cachage a fait son boulot, donc c'est parfait. J'ai décaché le second aussi, et bon voilà, hein, c'est tout à fait convenable. Oh bah maintenant que ça c'est fait, on peut remonter les panneaux de porte avant. Tac, et maintenant on peut bien mettre en place le panneau de porte. Donc je vais juste faire attention à la petite partie en LED là, qu'on va mettre après. Faut pas que j'oublie le petit coussin. On va mettre celui-ci. Ça. Après, la technique que j'utilise, bah, elle est toute bête, c'est de prendre des petites vis à bois comme ça avec des rondelles, et je vais venir tout simplement visser ça derrière pour pouvoir venir mettre en contrainte le panneau de porte avant le collage. J'en ai vissé assez pour pouvoir retourner le panneau sans que tout se casse la gueule. Et donc tu vois, le principe, c'est d'en mettre un trou sur deux. Si tu te rappelles bien, on les avait percés pour pouvoir libérer le panneau. Donc là, je mets des petites vis. Le principe, c'est que ça traverse pas de l'autre côté, hein, mais c'est que ça puisse prendre dans le panneau. Donc une sur deux, comme ça. Et j'en mets comme ça,
un maximum au retour, globalement en espaçant 1 sur 2, même si c'est pas toujours possible, mais on essaye de faire un maximum, pour pouvoir venir mettre le panneau de cuir en compression avec le panneau en plastique. Et le fait de faire 1 sur 2 comme ça, ça va me permettre de venir engluer tous les points où j'aurais pas mis de vis. Et une fois que ce sera sec dans ces points-là, je pourrai défaire les vis et gluer les derniers points. Maintenant que le panneau est bien maintenu en place par ces petites vis derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la tenue en place en remontant la poignée. Puisque la poignée, je le rappelle, se monte directement sur le panneau de port avant de se visser dans la porte. Donc notre poignée est en place. Hop. Là, le panneau est plutôt bien accroché dessus. On va pouvoir retourner notre panneau, le poser bien comme il faut. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Point de glu commence à s'accumuler. Je vais pouvoir commencer à défaire les vis. Et ensuite, je vais pouvoir gluer le reste. Alors, ouais, je fais ça à la colle chaude. J'en vois qui vont déjà venir attraper ma veste. Vous pouvez, en soi. J'ai rien contre ça. Mais je serais même d'ailleurs très content de trouver d'autres techniques. Si ça se trouve, il y a des techniques bien meilleures que celle-ci. J'aurais bien aimé faire ça à la colle à pare-brise, mais j'en ai pas sous la main. Mais en soi, j'avais déjà fait des panneaux de 207 avec de la colle chaude, comme ça, en guise de point de soudure plastique. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça tient toujours. Donc, écoute, je ne m'inquiète pas plus que ça quant au fait que ça tienne. Surtout que là, globalement, par panneau de porte, j'ai balancé 4 cartouches de colle. Donc... normalement, ça devrait tenir. Pareil, j'ai regardé le point de fusion de cette colle, c'est 80 degrés. Le jour où il fait 80 degrés dans l'habitacle, je pense que j'ai d'autres soucis à me poser que le fait que les panneaux se décollent. Je pense qu'à 80 degrés, il y a surtout le feu dans la voiture. Je vais retirer vite fait les vis par groupe de 2 ou 3, pas plus, pour être sûr que le panneau garde bien sa tension, si tu veux, quand je vais venir coller. Éviter que ça vienne s'écarter, tu vois. Et après, bon, on bombarde, hein. Ah, et t'as ceux aussi qui vont dire pourquoi t'as pas refait directement une soudure plastique. Tu vois, quand c'est comme ça par exemple, c'est pas très compliqué à refaire. Le problème c'est que c'est pas comme ça partout. Parce que sinon j'aurais refait des soudures plastiques, c'était littéralement plus simple. Le problème c'est que quand t'as des soudures plastiques, tu vois, à les faire dans des trous comme ça, j'ai beau avoir la pâte spécifique sur un fer à souder pour aller faire de la soudure plastique, ça tient pas, parce que je peux pas faire pénétrer la chaleur jusqu'au bout. Voilà, t'as l'explication de pourquoi j'ai collé plutôt que de refaire de la soudure plastique. Le voilà reposé, puisque... là, j'ai laissé le pistolet monter à Tempémax. Donc celui-ci, Tempémax, il a plus de 200 degrés pour la colle. Donc là, je vais laisser refroidir gentiment avec le panneau qui appuie grâce à la gravité. Mais là, on peut le voir que niveau jonction, c'est très propre. Même là, tu vois, dans le soft touch qui a été refait, c'est vraiment nickel jusqu'au bout. Et ça fait très plaisir. Et là, on le voit tout le long. J'ai repassé, tu vois, la petite bande LED dedans. Tu vois, si je retire la lumière, tu la vois quasiment pas. Et hop. Voilà, tout le long, hein. Tout bien recoloré, ça fit tout bien partout, donc ça fait plutôt plaisir. Maintenant que j'ai fait le second panneau, le temps que les deux sèchent, je vais m'occuper de ceci, commencer à les remonter, et surtout refaire tous les petits picots en plastique qui sont censés le fixer, et qui pour la plupart sur les panneaux arrière en tout cas sont vraiment explosés. Comme je te le disais, ta quantité de petits maintiens en plastique comme ça qui sont absolument explosés sur les panneaux de porte arrière. J'en avais quelques-uns sur les panneaux de porte avant et je les ai déjà changés. Et tu vois, sur le porte arrière, enfin sur les panneaux de porte arrière, comme ça j'en ai la quantité. J'en ai quelques-uns qui ont subsisté. Du coup, on va les changer. J'ai acheté un petit set de clips plastiques, je vais les remplacer. Et voilà, une fois changé, on a nos nouveaux petits maintiens en plastique qui sont tout bien en place, donc c'est parfait. Maintenant que tous les panneaux sont faits, on va pouvoir les remonter. Bon, maintenant que l'arrière c'est fait, on va s'occuper de l'avant. Et pour commencer, on va démonter les sièges. Si comme moi, tu as des sièges électriques, ça pourrait sembler une bonne idée de débrancher la batterie avant de démonter les sièges, pour les connectiques des tapis d'occupation, pour le signal d'airbag et tout. Sache que du coup, tu auras besoin de bouger le siège pendant que tu défais les écrous. Donc, débranche ta batterie une fois que les 4 écrous sont défaits, avant de débrancher la... Pour procéder, c'est tout con. Tu lèves ton siège en avant,
Et là, tu as deux vis en 17. Tac, et une fois que tu as défait les 2 écrous de derrière, tu viens rebasculer ton siège en avant, tu viens le reculer. C'est pour ça que je te disais que c'était pas forcément une bonne idée de débrancher la batterie avant de t'occuper du siège, même si dans la logique c'est ça. Et là, il faut le reculer. C'était un siège manuel, t'es pas embêté. Et maintenant que ça c'est fait, on a accès sous les petits cabochons aux écrous de devant. Pareil, c'est du 17. Ce qui est génial quand tu défais les sièges, c'est que t'as beau avoir nettoyé ta voiture aussi bien que tu puisses. T'as toujours des petites surprises dans les développements, mais c'est pas grave. Bon, maintenant que ceux-ci sont libérés, on va pouvoir débrancher les prises. Mais avant de faire ça, ce qu'on va aller faire, c'est dans le coffre, venir déconnecter la batterie. Maintenant, on est libre de venir déconnecter la prise qui est ici, sur les 2 sièges. Hop, il est là. Et il est là. Voilà, nos 2 sièges sont sortis. Maintenant, on peut prendre l'aspirateur et nettoyer ce qui est habituellement inaccessible. On va aspirer, je regarde un peu ce qu'on a comme découverte potentielle. Là déjà on a des sous. Bien, on rentabilise un peu plus la voiture. Il y a un briquet là. Est-ce qu'il y a du gaz celui-là au moins? Putain. Oh. Oh bah oui, c'est qu'il est fonctionnel en plus. Elle est magnifique. Parfait. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Des mouchoirs dégueulasses. Ah, si. Vieille clé de Renault, ça ressemble. Ouais, c'est marqué là. On le devine encore, Renault. Clé de R5, ça. Bon, de toutes les Renault de ces époques-là, de la fin des années 80. Bon, et bah celle-ci, ils pourront la chercher longtemps. Il y a un petit coup de nettoyage, ça lui fera le plus grand bien. C'est pas parfait, mais ça fera le job pour l'instant. Voilà une bonne chose de faite. Non, on n'a plus qu'à s'occuper des sièges. Siège dont on va s'occuper dans le prochain épisode. Puisque là, je pense qu'on a déjà bien rempli notre quota pour celui-ci. Ainsi s'achève l'épisode 4 sur l'intérieur de cette BMW. On a bien avancé. Et comme je te l'avais dit en tout début de vidéo, je ne t'ai pas menti, on touche au but. Donc prochain épisode, je refais les sièges avant à neuf, on les remonte, il reste 2-3 petits trucs à faire à côté, et l'intérieur de cette BM sera flambant neuf. D'ici là, moi ce que je te laisse faire, c'est liker, partager, voire même commenter la vidéo. Ce serait avec plaisir que tu t'abonnes. Et moi je te dis au prochain épisode. Ciao!